Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Cette semaine, je vais vous faire une petite vidéo courte, ça changera de la vidéo de la semaine dernière. Donc tout d'abord, je tenais aussi à vous rappeler que maintenant il y a deux nouveaux canaux de communication. N'hésitez pas à aller à faire un tour sur le site web et le Tipeee, qui sont mes deux nouveaux canaux. Donc sur le site web, vous y trouverez plutôt des newsletters où je vais partager donc toutes les newsletters intéressantes de toutes les marques et tous les OS auxquels je suis abonné pour pouvoir faire en sorte que vous soyez à jour dans la veille technologique, si ça vous intéresse bien sûr. Et sur le Tipeee, c'est plutôt des articles que je vais vous partager, que j'ai trouvé super intéressants, que je retourne à ma manière, je les retravaille et j'illustre ça avec des petites miniatures avec l'avatar de la chaîne. Si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à vous rendre sur ces deux sites différents, le Tipeee et le site web qui seront en description de la vidéo. Et sans plus tarder, on passe au thème principal de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc on attaque cette vidéo par le début. J'avais envie de parler de comment faire pour se monter un PC Linux sans être enquiquiné, parce qu'il y a quand même en effet quelques prérequis. Non pas que l'inverse soit pas possible, hein, on peut tout à fait aller en sens inverse, mais je vous expliquerai au fil de la vidéo pourquoi je vais vous donner ces conseils. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et à me laisser des commentaires aussi pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc je vais commencer. Donc le but, voilà, vous avez envie de vous monter un PC Linux, mais c'est une super idée, mais comment on fait? Donc il y a quelques pièges à éviter. Si vous voulez pas transformer ce montage en cauchemar, il va falloir vraiment faire attention de respecter les 7 conseils que je vais vous donner. Si vous voulez du coup savoir comment faire, c'est par ici et on attaque de suite avec la première astuce. On attaque du coup par le premier point, la compatibilité processeur carte mère avec Linux. En ordre général, on va dire que tous les processeurs et toutes les cartes mères sont compatibles avec Linux, bien que AMD soit mieux placé au niveau compatibilité, dans un premier temps déjà. Il faut faire aussi attention aux chipsets, donc aux processeurs et cartes mères assez récents, même très récents, qui peuvent demander du coup un kernel plus récent, bien que le kernel 6.12 puisse faire tout tourner. Je pense que le mieux, c'est quand même de partir sur du matos qui a à peu près un an et demi, un an. Ça sera mieux, il y aura vraiment toutes les compatibilités, il n'y aura pas de souci. Au plus vous aurez des pièces récentes, au plus il risque de falloir mettre les mains dans le cambouis. Donc en gros, évitez tous les matos qui est sorti la semaine dernière, les dernières nouveautés, etc. Il vaut mieux utiliser quelque chose, des pièces en gros qui ont fait leur preuve tout simplement. Maintenant, je vais passer au second paramètre. Ça, c'est un paramètre que beaucoup d'entre vous et je dirais même d'entre nous peuvent facilement zapper. Personnellement, quand j'ai commencé sur Linux, j'aurais jamais pensé à ça. C'est le Wi-Fi et le Bluetooth. Encore aujourd'hui, certaines cartes Wi-Fi propriétaires posent problème. Par exemple, avec les chipsets Broadcom, par exemple. La solution, il faut choisir du matériel qui soit bien supporté. On trouve facilement sur les forums des distris le matos supporté. Il faut vérifier aussi pour le Bluetooth si on a des accessoires, par exemple les manettes, les écouteurs, etc. Que ça soit bien supporté. Moi, je sais que, bon, perso, même sous Windows, j'ai jamais été chanceux avec le Bluetooth. Par exemple, ma manette de Xbox a jamais voulu fonctionner correctement avec mon PC. Enfin, avec mes PC d'ailleurs, avec aucun des PC que j'ai. Donc, je sais pas pourquoi, ça a jamais fonctionné. Mais voilà, grosso modo avec Linux, donc il y a les CPU, les cartes mères, il faut faire attention au Wi-Fi et au Bluetooth, c'est pas impossible, mais vérifiez bien donc sur les forums de la distribution Linux que vous aurez choisi
que le matériel Wi-Fi ou Bluetooth que vous allez prendre est bien compatible avec cette distribution-là. Ça vous évitera des déboires pour la suite et des mauvaises surprises, ça serait plutôt dommage. Quatrième point important, cette fois-ci, mais pas des moindres, c'est le stockage. Il faut faire gaffe à certains SSD NVMe assez récents ou alors de marques plutôt exotiques qui sont des no-name ou des modèles un peu farfelus qu'on peut trouver sur Amazon ou chez d'autres vendeurs. On va dire que les SSD classiques, SATA, NVMe, un peu plus anciens, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, certains modèles peuvent poser problème. Moi, j'en ai fait les frais. Pourtant, la marque du SSD dans mon Acer, c'est un Kingston. Donc, c'est pas une marque qui sort de n'importe où et qui date d'hier. Hein. C'est une marque qui est connue. Mais le problème, c'est que ce SSD-là n'était pas bien, entre guillemets, reconnu par l'UEFI de mon PC portable. Et quand en fait j'ai booté donc sur ma clé Debian pour l'installer, à l'installation il n'arrivait pas en fait à faire en sorte que ça amorce pas de suite. Et le problème c'est que ça posait problème pour l'installation. Ce que j'ai fait, j'ai très vite trouvé une parade en tapant une ligne de commande dans le terminal pour l'installer. Et en fait ça shuntait l'amorçage du SSD, le temps de lancer l'installation et ensuite de pouvoir installer l'OS dessus. Ça a évité en fait que le PC sache pas sur quoi démarrer, le SSD ou la clé. Et ça s'est très très bien passé. Il y a des solutions, mais encore une fois, voilà, j'ai dû mettre les mains dans le cambouis un petit peu, j'ai dû aller taper dans le terminal. Le but là de cette vidéo en fait c'est de faire en sorte que vous puissiez installer un Linux sans mettre les mains dans le terminal, puisqu'en fait aujourd'hui Linux se veut de plus en plus user-friendly. Le terminal c'est vraiment si on veut pousser, si on veut se faire plaisir, mais en aucun cas il faut que ça devienne une nécessité, et c'est de moins en moins, voire aujourd'hui plus jamais ou presque jamais une nécessité. En fait, Linux est devenu autant confortable et user-friendly que Windows. S'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Je serais curieux d'ailleurs d'avoir vos retours d'expérience. Et s'il y a des personnes qui ont des oppositions à ce que je dis, c'est pareil, je serais ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse avancer ensemble. L'idée en fait ici c'est de montrer aux gens que Linux est tout à fait possible pour un grand nombre de personnes, et qu'il faut pas croire que c'est encore le système complexe d'il y a plusieurs années en arrière. Donc on arrive au cinquième point. Donc on a bien avancé dans la vidéo. Vous avez vu que les premiers points étaient pas mal hardware. Et il n'y avait pas trop de firmware. Maintenant, on arrive au firmware et plutôt même au système d'exploitation. Donc, comment choisir son Linux? C'est pas comme s'il y en avait que deux. Les débutants, on va dire que j'aurais tendance à orienter les gens sur du Ubuntu, du Linux Mint, qui est dérivé d'Ubuntu, Zorin OS, qui est dérivé aussi d'Ubuntu Linux Mint. C'est des distributions qui sont simples et stables. Les trois fonctionneront sans problème, sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. C'est vraiment user-friendly. Vous avez un centre de paquets où vous pouvez télécharger toutes les applis. Si vous les trouvez pas là, vous les trouverez sur Google en tapant tel logiciel pour Linux avec le nom de votre distribution. Mais grosso modo, voilà, ça sera pas compliqué. Les utilisateurs intermédiaires, je les orienterai pourquoi pas sur du Fedora, Pop OS, qui sont plus modernes, qui sont beaucoup plus à jour rapidement, mais aussi moins stables. Alors quand je dis stable, c'est pas comment dire, c'est pas qu'ils ne tiennent pas, c'est pas qu'ils vont tomber en panne, mais c'est surtout que ils vont avoir des kernels plus récents, ils vont avoir les mises à jour, les derniers bons pilotes, etc. Toutes les dernières mises à jour, toutes les optimisations, en fait, tout va être poussé en priorité sur ces OS-là par rapport à Ubuntu, Mint ou Zorin.
Et forcément, ça risque d'engendrer un peu quelques régressions des fois. On va avoir quelques petits couacs qu'on n'aurait pas eu si on avait de l'Ubuntu ou du Mint, et il faudra un petit peu procéder à plus de réglages. C'est pour ça que je conseille pas ça à des utilisateurs débutants. Et vraiment, pour les confirmer, on peut aller taper sur du Arch Linux, NixOS, Debian, Gentoo, pour la flexibilité, avoir un contrôle total sur son OS, bien que sur du Linux Mint, on peut totalement avoir le contrôle, enfin totalement, en tout cas drastiquement. J'ai refondu mon Mint du boulot vraiment sans problème. Faudra que d'ailleurs un de ces quatre, je pense que je vous en ferai une revue. Euh, Mint au départ et le Mint auquel je suis arrivé. Vous verrez à quel point on peut le customiser et l'adapter en fait à notre mode de fonctionnement. En fait, c'est ce que j'aime toujours dire quand je parle de Linux et que je le compare à Windows. Windows, on vous donne finalement un appart, clé en main, mais on vous le loue meublé. Donc on vous impose des meubles et c'est à vous plier à cet environnement. Linux, j'aime bien le comparer finalement à un appartement vierge. Le placo, il est pas peint. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Et c'est vous qui arrivez, qui meublez, qui peignez, qui décorez comme vous voulez, qui agencez les choses, les pièces, les meubles comme vous le souhaitez, et qui donnez finalement le fonctionnement que vous voulez. Et ça, ben, c'est même pas un plus en fait, je pense que ça devrait être la norme en fait. À aucun moment un humain ne doit avoir à s'adapter à son ordinateur. Je pense que c'est à l'ordinateur de s'adapter à nous. Et comme j'ai toujours dit, depuis que je suis passé à Linux, je compte plus maintenant les mois. Je pense que ça fait peut-être bientôt un an maintenant. Je me suis très vite rendu compte que après une journée de travail sur Linux, je me sentais moins fatigué qu'avec une journée de travail sur Windows. On arrive maintenant au sixième point. Est-ce que le système va pouvoir répondre à nos besoins? D'un point de vue logiciel, je veux dire. Dans la plupart des cas sur Linux, on trouve un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait sur Windows. Un petit peu comme pour les médicaments, les génériques, ça va en faire rire certains. Mais j'aime bien utiliser cette métaphore. Il y a aussi, cette fois-ci, c'est pas un point freinant, c'est pas un point noir. Pendant des années, Linux, c'était synonyme de bureautique uniquement, ou multimédia à la rigueur, mais surtout pas de jeux vidéo. Depuis que Valve ont lancé Proton avec le Steam Deck, etc., ça a nettement changé. Et d'ailleurs, merci Valve, parce que grâce à vous, maintenant, jouer sur Linux, c'est devenu hyper simple, voire des fois plus efficace qu'avec un PC Windows. Donc, est-ce qu'on peut jouer sur Linux? Oui. Il faut juste vérifier d'avoir donc Proton, la bonne version de Proton. Personnellement, je préfère prendre Proton GE, la test. Ça marche toujours très bien. Le seul souci, on va dire que ça fait tourner 95% des jeux. Les 5 derniers pourcents, c'est ceux pour lesquels on n'a pas encore la compatibilité des anti-cheats. Mais je pense qu'avec la démocratisation de Linux, avec le temps, j'ose espérer franchement qu'ils arrêtent un peu leur stupidité. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un peu de la discrimination finalement de continuer à bloquer sur Linux. Pourquoi on pourrait jouer avec un Mac, on pourrait jouer avec Windows, mais pas avec Linux. Quand je dis jouer avec un Mac, c'est pareil. Les dernières puces, hein, les puces M, les anciens Mac, on pouvait pas trop jouer avec à part aux Sims, mais c'était pas terrible. Mais là, avec les dernières puces M, là on peut. Au niveau des logiciels pro, pour le montage vidéo, vous allez avoir Shotcut, DaVinci Resolve, Kdenlive. Il y en a d'autres, hein, mais je les connais pas tous. Enfin, personnellement, j'utilisais Movavi Video Editor sur Windows. Je suis passé sur Shotcut.
Et la période d'adaptation, honnêtement, ça a été un montage. J'ai pas eu vraiment de, de grosses perturbations, de moments de galère, de doute, de regret même. Parce que finalement, on vous prend par la main, on vous dit viens, c'est par là. T'as telle difficulté, la solution elle est là. Il y a tel réglage à faire, pas de souci, on a un mode d'emploi. J'ai regardé, j'ai de suite trouvé une commu avec un mode d'emploi en PDF, des vidéos, des tutos. Il m'a suffi juste de lire quelques lignes et de regarder une vidéo et j'ai su me servir de mon logiciel, donc c'était pas un problème. Et ensuite, j'ai Lady Creed qui m'a donné un petit conseil aussi pour faire mon export en 1440p, parce qu'au début je sortais en 1080p et c'est vrai que l'image était moins bonne. Mais avec le temps, on améliore, hein. C'est un petit peu comme le bon vin. Il faut essayer d'améliorer avec le temps et pas d'empirer. Au niveau du matériel particulier, les périphériques audio, les cartes d'acquisition, etc., il va falloir regarder sur les forums ou sur des tutos. Par exemple, lui, je sais que j'ai eu du mal à le faire fonctionner au départ, enfin, surtout avec mon Linux Mint. Là, par exemple, le PC avec lequel je tourne là maintenant, il n'y a aucun souci, il tourne sur Debian 13 et j'ai même pas eu de réglage à faire. Ça a été vraiment plug and play, mais parce que on n'est pas du tout sur le même type de système au niveau du noyau, etc. Et je pense que le fait d'être plus à jour, j'ai été moins embêté. Au niveau d'OBS, c'est pareil. J'ai été moins embêté. Qu'est-ce que j'ai eu aussi en galère sur le Linux Mint? Oui, la caméra. La caméra aussi, donc c'est une Logitech StreamCam Pro. Et je me suis arraché les cheveux parce qu'elle voulait plus fonctionner. J'ai attrapé quelques sueurs froides. Je me voyais pas faire des vidéos sans images. Ou alors juste avec des avatars ou quoi. Et finalement, j'ai fini par réussir à la faire marcher, mais ça a été assez compliqué. Il m'a fallu tricher avec une fausse caméra, récupérer le flux avec GovCView, etc. Mais c'était du bidouillage. Alors que là, sur Debian, ça marche du feu de Dieu. On arrive au dernier point et on va dire que c'est le petit point bonus, le petit conseil. Donc c'est le septième. Sous Linux, j'ai envie de dire, la règle d'or, c'est rester à jour, mais pas trop. Euh, Tout évolue vite, les noyaux, les drivers, les logiciels, autant j'ai envie de dire que le matos. La seule différence, c'est que autant comme le matos va évoluer, on va dire de manière à peu près fiable, plus ou moins, hein, euh, hashtag 12 VHPWR. Mais bon, là c'est une petite pointe pour rigoler. Mais voilà, toujours est-il que j'aime bien dire en fait, on change pas une équipe qui gagne. Si vous avez un kernel qui est stable, pourquoi le remplacer par un kernel plus récent et beaucoup moins fiable? Je vois pas l'intérêt. Surtout si tout tourne correctement sur votre système. Changer de kernel pour obtenir de nouvelles fonctions qui pourront répondre aux besoins de votre hardware, ok, pas de souci. Mais si votre hardware fonctionne correctement, surtout ne changez pas de version pour avoir la version à tout prix la plus récente, ça sert à rien. Quand on est 3 jours, ça crée un risque en fait d'avoir beaucoup plus de bugs, d'autres soucis. Bon, vous allez avoir votre nouveau matos de reconnu, mais peut-être l'ancien matos ou qui sera pas reconnu. Il faut, j'ai envie de dire, trouver un équilibre. Les versions LTS, donc les long term support, sont pas mal parce qu'elles ont du coup un support vraiment étendu. Au niveau de la stabilité, c'est pas mal. Les rolling release comme Arch, Manjaro, etc. Pour les fans de nouveautés, c'est bien, mais comme je dis, attention, on change pas une équipe qui gagne. Là, vous allez avoir les dernières fonctionnalités, mais au détriment de la stabilité. Alors attention, je dis pas que c'est pas stable dans le sens où ça tombe en panne tout le temps. C'est surtout stable dans le sens où on va vous proposer
tout le temps les nouveautés. Donc, il y aura toujours des petites adaptations, des petits réglages à faire par-ci par-là. Et c'est plus pour des personnes qui ont envie de pas de passer leur temps à bidouiller, mais de mettre quand même un petit peu plus les mains dans le cambouis. Rester sur des versions LTS ou plus soft. Je pense, si vous voulez être tranquille et pour un usage de tous les jours, ça sera quand même mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était mes 7 points conseils pour vous aider à choisir votre matériel, votre partie logicielle pour avoir un super PC Linux. Donc c'est les super bases. Il y en a d'autres. Il y aura toujours d'autres conseils, peut-être même plus avisés que ceux que je vous ai donnés. En tout cas, c'est ce que moi j'applique. Le mot d'ordre, c'est vérifier avant d'acheter pour pas être déçu et pas avoir de soucis. Choisir la distribution la plus adaptée à vos besoins et non pas celle qui sera, on va dire, le plus bling bling ou autre. Ne prenez pas une distri parce que votre voisin a la même ou autre. Prenez vraiment une distri parce que vous savez qu'elle peut répondre à vos besoins. Prendre vraiment plaisir à exploiter votre PC et arriver à vous faire vraiment la machine sur mesure, que ce soit d'un point de vue hardware, financier, malheureusement ça compte aussi, et surtout software. Et surtout, régalez-vous bien parce que Linux, une fois qu'on y prend goût, c'est vraiment un kiff. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien.